Alors bonjour, bienvenue à la table ronde sur la prise en charge des métastases rachidiennes. Alors table un peu modifiée puisqu'initialement elle avait été décidée il y a 2 ans et la thématique était la prise en charge des métastases rachidiennes par expansion vertébrale. Il vous en parlera tout à l'heure, mais je crois qu'en 2 ans il y a eu 3-4 cas colligés, donc très difficile d'organiser une table ronde avec 3-4 cas. On a donc en décembre décidé de réorienter finalement la table ronde sur la prise en charge des métastases rachidiennes. Alors, je commence en introduction par vous apprendre, ou je ne vous apprends pas quelque chose d'assez connu, c'est que le cancer se traite de mieux en mieux avec les nouvelles thérapeutiques, notamment l'immunothérapie et autres. Les espérances de vie augmentent et donc les patients vivent plus longtemps avec le cancer. Mais on gagne rarement contre le cancer, vous le savez, donc on n'est que palliatif et un jour ou l'autre, la métastase arrive. L'espérance de vie également de la population générale s'améliore et actuellement, une petite fille sur 3 qui naît en 2020 vivra à plus de 100 ans. La résultante et le constat est que finalement, plus de patients arrivent au stade métastatique et plus âgés. Alors, l'histoire naturelle de la métastase rachidienne, en fait, je vais vous spoiler directement, c'est que la course est déjà perdue car on arrive bien trop tard. En effet, lorsque la métastase rachidienne est là, il est trop tard. Alors, ce constat d'histoire naturelle et de on arrive trop tard a été, dès 1884, mis en relief par Paget. Paget, c'est un chirurgien anglais qui a pris 1000 cadavres morts du cancer ou avec un cancer mort d'autres causes. Il les a fendus, il a regardé partout où il y avait les métastases et il a établi la théorie de seed and soil, la graine et le terrain fertile. Il a déterminé que en fait, pour qu'une tumeur métastase, il faut la bonne graine, enfin la bonne graine c'est relatif, c'est la métastase, au bon moment, dans la bonne terre. Le processus métastatique n'est pas possible à tout moment de l'histoire naturelle d'un cancer. Il faut que la métastase développe son génome pour s'armer avec un phénotype différent, pour qu'elle puisse métastaser, partir de l'organe, survivre dans la circulation lymphatique ou sanguine et adhérer à l'organe cible. Sur ce constat, nous, on avait fait un travail à partir de 739 patients métastatiques au niveau rachidien et on avait la même conclusion que M. Paget, sauf qu'on s'était rendu en plus compte que la métastase rachidienne est finalement une des dernières étapes du cancer et que lorsqu'on arrive sur la métastase rachidienne au diagnostic, que ce soit de manière concomitante au primitif ou plus tardive dans l'histoire naturelle, il est malheureusement trop tard. Les mécanismes de métastase au niveau du rachis sont bien établis. Les veines, les artères. Là encore, la métastase doit s'armer du bagage pour résister au shear stress artériel ou aux valves au niveau des veines, et où peut utiliser l'organe relais. En fait, initialement, depuis 20 ans, on entend les cancers ostéophiles ou pas ostéophiles, c'est plus compliqué que ça. C'est que le Saint Graal pour toute métastase, c'est d'aller dans l'os, parce qu'on y est bien, il fait chaud, on est nourri, on est protégé également par des défenses immunitaires de l'individu. Et pour cela, il y a 2 organes qui sont le foie et le poumon, qui sont des organes relais. Un sein va métastaser tout d'abord dans le poumon. Au niveau du poumon, le génome va être modifié de la métastase et la métastase va pouvoir enfin partir vers le rachis pour attaquer l'os. On appelle ça, il y a également le processus de contagion directe proximale et ça on va le voir. Alors le passeport de la métastase pour le rachis, c'est l'OAF, Osteoclast Activating Factor, je vous dis c'est le Saint Graal puisque ça permet d'activer l'ostéoclaste, diminuer les ostéoblastes de manière conséquente et ça permet de créer des failles dans l'os cartilagineux, dans l'os spongieux, et la métastase s'y installe, se niche et l'épidurite se développe. Alors, 70% des patients vont métastaser, c'est à peu près les derniers chiffres de 2020, et 40 à 60% de ces métastases seront rachidiennes. Et comme je vous l'ai dit, l'espérance de vie, certes, si elle augmente un petit peu d'une métastase rachidienne, reste assez basse, puisque tout cancer confondu, c'est 12 à 16 mois. Donc, l'histoire naturelle fait qu'on a déjà perdu la course. Alors la survie dans le cancer, elle augmente depuis plusieurs années, mais due essentiellement et exclusivement au progrès du traitement systémique, que ce soit avec l'immunothérapie, les phénotypages des différents cancers, que ce soit dans le poumon, le rein, le sein, la prostate, le myélome. C'est dû également au diagnostic plus précoce. En 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a le dépistage systématique par les PSA, la coloscopie ou les mammographies.
Il y a également un traitement à la carte génétique. Vous voyez bien que dans vos RCP, maintenant, pour une métastase, vous avez une carte d'identité pour chaque métastase, avec sa famille, sa sous-famille, son sous-type et toutes ses amies, tout son passeport mutationnel. Il y a également la radiothérapie systématique, dont Igor nous parlera, qui a de manière conséquente changé les choses aussi. Alors cette table ronde va s'articuler autour de plusieurs parties. Le point de vue du chirurgien que je vais vous présenter, le point de vue du radiologue intentionnel que Emma Chotard de la Pitié va nous présenter, l'interface chirurgie-radiologie que Yves va nous présenter, la radiothérapie par Igor, et enfin la prise en charge pluridisciplinaire pour répondre à cette question par Bertrand de Bonneau.